Bah, bonjour à tous, merci à aussi nombreux. Donc, comme Gilles vient de le dire, aujourd'hui, je vais vous parler des neutrinos. Et avant de comprendre qu'est-ce que c'est les neutrinos et pourquoi on s'intéresse à ça, d'abord, je vais vous parler de la matière. Donc, la matière, tout ce qui nous entoure, la table sur laquelle vous êtes assis, les vêtements que vous portez, etc. La matière, c'est fait de molécules. Euh, les molécules, il y a plein de molécules que vous connaissez déjà, par exemple, de sucre, tout ça. Donc, une molécule, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est un assemblage de plusieurs atomes ensemble. Ah. Donc un atome, c'est quoi? C'est un noyau très dense ici qui est fait de protons et de neutrons et autour des électrons qui gravitent autour de ce noyau dense. Et des atomes, il y en a plein, il y en a plus de dizaines différents. Ce qui différencie un atome d'un autre, c'est combien il y a de protons et de neutrons dans le noyau. Et comme l'atome en général, il y a autant d'électrons dans l'atome. Bref. Et là, pendant longtemps, on a cru que la matière, ça s'arrêtait à ça. C'était vraiment la plus petite brique de matière qu'on avait pour construire tout l'univers qui est. Mais il y a je connais pas exactement la date, on va dire, et on a découvert qu'en fait, il y avait d'autres éléments encore plus petits qui constituaient notamment les protons et les neutrons. Ces éléments plus petits, on appelle ça aujourd'hui des particules élémentaires. Peut-être qu'ils sont eux-mêmes faits de quelque chose d'autre, ça on ne sait pas. Pour l'instant, on dit que ces particules élémentaires, c'est vraiment le plus petit Lego de matière qui existe, la plus petite brique avec laquelle on forme des protons, des neutrons, ça fait des atomes, ça fait des molécules et ça on voit tout ce qui nous entoure. Donc ces particules élémentaires, il y en a 12. Elles sont ici classées dans ce tableau-là. Elles sont réparties en deux familles. Il y a les quarks et les leptons. Les quarks et les leptons, ils ont des propriétés un peu expliquées. Et on peut aussi les classer en trois, selon les colonnes, là, en trois familles. On appelle la famille 1, 2. Et alors, les quarks, donc il y en a 6. En fait, la première famille, que ce soit les quarks ou les leptons, c'est les particules élémentaires les plus légères et c'est celles qui vont à la fin constituer la plupart de la matière qui nous entoure. Donc les deux premiers quarks qui ont été découverts s'appellent U et D pour up et down. En français, haut, bas. Et en fait, par exemple, un proton est fait de trois quarks, deux quarks up et un quark down. Et un neutron, c'est fait de trois quarks aussi, un quark up et deux quarks down. Au début, les physiciens, quand ils ont découvert ça, ils ont fait plein d'expériences. Et ils ont fini par, au début, tout coller bien. Et puis un jour, c'est devenu assez bizarre, ce qui est assez même étrange, vous savez pas. Et la seule façon d'expliquer tous leurs résultats, c'était si on rajoutait l'existence d'un troisième quark, qu'ils ont appelé S pour strange, parce que ça faisait des choses étranges. Et bref, la théorie disait que s'il y en avait un troisième, forcément, en général, ils vont par paire. Donc, il peut y en avoir un quatrième. Et donc, ils ont essayé de trouver un nom en opposition à strange. Donc, et ils l'ont appelé charm, charmé. Et puis après, un peu plus tard, on a continué les expériences et on a découvert qu'il y avait une troisième famille, une troisième génération de quarks. Et ça va revenir normalement. Et ces quarks, voilà, on les a appelés, alors ils n'ont pas été super originaux, ils ont appelé top et bottom. En français, ça fait à peu près haut et bas. Et le truc, c'est que bottom en anglais, ça peut aussi vouloir dire les fesses. Alors, il y a des physiciens qui n'étaient pas trop d'accord avec ce nom. Donc, il y a un nom un peu alternatif, c'est beauty, la beauté. Et du coup, top, c'était pas trop en opposition à beauty. Alors, il y a un nom qui a été proposé, mais lui, il n'a pas trop pris. C'est truth, la vérité. Mais en général, on l'appelle. Ça, c'est les quarks. Et une des propriétés des quarks, c'est qu'un quark, ça peut jamais vivre tout seul. Ils sont obligés de s'assembler. S'assembler à deux ou à trois, comme les peuvent aussi à plus, mais c'est très rare, on en a vu en expérience, on en a quelques. Et après, il y a l'autre catégorie, c'est les leptons. Et la première famille des leptons, alors d'abord, j'ai parlé de cette première ligne-là, il y a une particule, peut-être vous en avez déjà entendu parler, c'est l'électron. L'électron qui constitue l'atome, a priori, il n'est pas lui-même constitué d'autre chose.
Ensuite, la deuxième famille, il y a le muon. Le muon, c'est un gros électron. Et la troisième famille, c'est un tau. Et un tau, c'est un très gros électron. Et enfin, la dernière ligne, c'est celle que j'ai aujourd'hui, c'est les neutrinos. Les neutrinos, il y en a trois. Les neutrinos, on va en parler. On apprend plein dessus. Les neutrinos, ils n'ont pas de charge électrique, donc ils sont un peu différents des autres. Et ces trois neutrinos, on leur a donné un nom qui est un peu associé à la particule chargée qui est dans ce binôme. Il y a un neutrino électronique, ionique, et un ionique qui va avec le temps. Et les leptons, contrairement aux quarks, eux, ils vivent tout seuls. Ils n'ont pas besoin de s'associer. C'est une des grosses différences qu'ils ont. Et tous ces trucs-là, eh ben, ils vont interagir ensemble, soit pour s'associer, soit pour se transformer de l'un en l'autre, etc. Ils vont faire ça grâce à des forces. Les forces, en physique, il y a 4 forces fondamentales. La première, c'est la gravité, celle qui attire les masses. Alors, en physique des particules, tout ça, ça a des masses, mais ça a des masses très, très, très. Et la gravité, en fait, ça a quasiment. On considère, on considère qu'il n'y a pas de gravité dans notre cas. La deuxième force, c'est la force électromagnétique, celle qui attire les charges opposées. Et quand deux particules interagissent par la force électromagnétique, on dit qu'elles s'échangent un boson, donc c'est une autre particule. Et dans le cas de la force électromagnétique, cette particule qu'elles s'échangent quand elles interagissent ensemble par force électromagnétique, c'est un photon. Ensuite, il y a une autre force. Dans l'atome, on a vu qu'au centre de l'atome, il y avait plein de protons ensemble. Mais ils ont tous une charge positive. Vraiment, ils devraient, à cause de la force électromagnétique, ils ne devraient pas tenir. Le fait que ça tient, c'est parce qu'à très, très, très petite échelle, il y a une troisième force qui, nous, c'est vraiment à échelle atomique, quoi. Et c'est la force forte qui vraiment va coller les trucs ensemble. Et quand deux particules interagissent via la force forte, elles s'échangent une particule qu'on appelle le gluon, pour vraiment bien rappeler le côté coller les choses ensemble. Et ces deux forces-là, tout ça, ça a des règles, pas mal de règles, via ça, et tout est assez. Et il y a une dernière force, la force faible, d'opposition. La force faible, c'est la force qui met un peu le bazar dans tout ça, et qui permet à plein de choses d'interagir ensemble, alors que y a les autres forces, elles. Et la force faible, l'une des choses qui la caractérise, est très faible. Ça arrive pas souvent, mais ça arrive. Et quand on interagit par force faible, on échange soit un W, soit. Donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on va parler des neutrinos. Et donc ces neutrinos, ils sont un peu particuliers. C'est trois neutrinos, la neutrino électronique, muonique et éthoïque, qui au début, tout à l'heure, j'ai dit, ils n'ont pas de charge électrique. Et en fait, c'est écrit dans leur nom, c'est neutrino. Hein, le petit. Ensuite, bon, ils ont une masse. Cette masse, elle est ultra faible. En fait, elle est tellement faible qu'on n'a pas encore réussi à la mettre. Elle est plus grand que 0, et on sait que c'est plus petit qu'un 2 est beaucoup, beaucoup trop. Alors ça, c'est difficile de se rendre compte qu'est-ce que. Du coup, je vais vous donner un petit ordre de grandeur. En fait, la masse d'un neutrino par rapport au hasard, de bière, ce rapport de là, c'est à peu près la même chose que un moustique par rapport au soleil. C'est vraiment hyper petit. Enfin, une dernière chose, c'est qu'ils agissent très, très, très peu avec la matière. En fait, là, ce que j'ai dit avant, les neutrinos, ils n'ont pas de charge électrique. Du coup, ils n'interagissent pas par la force. C'est des leptons. Les leptons, ils interagissent. Les leptons, ils n'interagissent pas par la force. Et ils ont une masse très faible. Donc, en fait, il leur reste que cette force qu'on appelle la force faible. Ça arrive très peu souvent. Les neutrinos, ils interagissent vraiment très, très rarement avec. Pour donner à nouveau un ordre d'idée, si jamais vous faisiez un morceau de plomb qui fait une année-lumière de longueur, la lumière, c'est 1000 milliards de kilomètres, gros morceau de plomb, et le plomb, c'est assez dense. Faites traverser un neutrino,
à la fin, il y a 50% que le neutrino n'a rien vu, quoi. Ça pour dire que ça arrive pas souvent. Et donc ces neutrinos, OK, bah, d'où ils viennent? Ah, il y a plusieurs, sources de neutrinos. La première, c'est les sources, cosmologiques. Par exemple, quand il y a une supernova qui explose, beaucoup de la masse de l'étoile qui explose qui est émise sous forme, il y a aussi sûrement beaucoup de neutrinos qui ont été créés autour du Big Bang. Enfin bref, il y a des neutrinos qui nous viennent de l'espace. Après, il y a des sources qui sont naturelles, qui sont un peu plus proches de nous que des supernovas à des millions d'années-lumière. Il y a le Soleil qui émet beaucoup de neutrinos. En fait, à chaque fois qu'il va y avoir la radioactivité, il y a souvent un neutrino. Dans le Soleil, il y a de la fusion. On va en discuter après. Quand il y a de la fusion. Une autre source naturelle proche, c'est les rayons cosmiques. Alors, peut-être si vous êtes allé voir Chambre à étincelles, vous avez les rayons cosmiques, c'est des particules pas trop douces. Et elles bombardent et elles bombardent Terre, hein, et c'est des particules qui arrivent sur Terre et qui, en arrivant dans l'atmosphère, vont interagir avec l'atmosphère. Ça va faire toute une cascade d'interactions. Et à un moment, là-dedans, il y a souvent. Après, on peut aussi faire des. Comme j'ai dit, quand il y a de la radioactivité, en général, il y a des neutrinos. Il y a un processus de radioactivité qui permet aux neutrons de se transformer en protons. Et dans ce processus-là, ça émet un électron et également un neutron. Ça, la radioactivité, ça arrive. Mais la radioactivité, pardon, naturelle, il y en a beaucoup autour de nous. Par exemple, une banane, c'est pas beaucoup. Et bon, après, il y a les centrales nucléaires, genre, c'est leur taf, c'est assez radioactif. Ça émet beaucoup de neutrinos. Et après, maintenant, on sait faire, nous, avec un accélérateur, notre propre source de neutrinos. Ça permet de contrôler d'où ils viennent, combien. À la fin de tout ça, toutes ces sources, ça fait que chaque seconde, il y a 65 milliards de neutrinos qui traversent le pouce chaque seconde de notre vie. Et pas que le. Ça paraît beaucoup, mais désolée de vous le dire. Pour un neutrino, vous êtes du. Enfin, moi aussi, hein, c'est pas. La Terre, c'est du vide. Ça, c'est du vide. Tous ces neutrinos qui vous traversent toute votre vie, à la fin de votre vie, vous avez là aussi un qui est tapé un atome. Pas de panique, c'est pas très grave. Et voilà, vous allez me dire, ok, pas très en fait, ta partie. Du coup, voilà, les physiciens au début, ils étaient peut-être un peu avec ça. Et on s'est dit qu'avec toutes ces propriétés-là, on peut utiliser les neutrinos pour étudier des processus auxquels on n'a pas accès direct. Et typiquement, à un moment, on s'est demandé comment ça marche. Et donc, il y a et qui se sont dit, bah, ce qui doit sûrement se passer, c'est de la fusion nucléaire. Des protons qui fusionnent ensemble, qui font un atome un peu plus lourd, eux-mêmes vont fusionner ensemble pour faire des trucs de plus en plus. Ça qui carbure le Soleil. Quand il y a ces processus de fusion-là, il y a un neutrino qui est émis. Ça, c'était la théorie. Pour le prouver, pas aller au Soleil, passe. Donc, bah, on n'a qu'à regarder les neutrinos. Oh, ils s'en moquent, ils sortent du Soleil. Il y en a quelques-uns qui vont arriver sur Terre, et puis bah, si on a un peu de chance, on peut les détecter avec un. Et si on détecte exactement le nombre de neutrinos que ce processus dit à la bonne énergie, bah, ça sera preuve que c'est bien ça qui se passe au cœur du. Alors, c'est ce qu'ils ont fait. Et bah, ils ont eu un problème. On voit très clairement sur ça. Donc, il y a plusieurs expériences qui s'y sont attelées, là, c'est les 4. Et cette bande-là, à chaque fois, au fluo, c'est le nombre de neutrinos qui. Regardez les chiffres en haut, c'est dans des unités de chaque expérience. Et en bleu, c'est combien ils ont mesuré. Vous voyez qu'à chaque fois, ils en ont mesuré beaucoup moins que ce qu'ils avaient. En général, on dit un peu, il manque un tiers de ce qui, voire la moitié de ce qui était prédit. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on dit en tant que scientifique? Il y a deux explications. Histoire de fusion.
infos dans le Soleil, c'est complètement autre chose. Ou sinon, l'autre hypothèse, c'est les neutrinos, ils ont un comportement qu'on n'avait pas prévu. Alors, je vais vous épargner 30 ans de recherche et je vais vous donner la réponse. Donc, le Soleil est faux nord, c'est bien comme ça que ça marche. Et les neutrinos ont un comportement inattendu. Oui, c'est le problème. Et qu'est-ce qui se passe? Les neutrinos, ils ont. Alors, c'est de la physique quantique. Et ne vous inquiétez pas, pour vous expliquer qu'est-ce que c'est que les oscillations de neutrinos, je vais vous parler d'un autre sujet que j'aime autant que les neutrinos. Je vais vous parler de pâtisserie. Alors, j'imagine tout le monde ici a déjà fait de la pâtisserie. Et vous avez sûrement remarqué que la plupart des pâtisseries qu'on peut faire, c'est toujours un peu les mêmes ingrédients. Par exemple, pour faire des chouquettes, sablé ou un 4 quarts, c'est des œufs, de la farine, du beurre et du sucre. Et ce qui différencie une chouquette d'un sablé, c'est le beurre. Là, tout le monde est d'accord. Et donc, mettons-nous dans une situation tout à fait classique. Et dimanche, on va à Chevalier pour acheter notre petit paquet de chouquettes. On prend nos Zoé et on va dans notre villa au bord du lac. Et là, surprise, les chouquettes, elles se sont transformées en 4 quarts. Qu'est-ce qui s'est passé? Et pendant le trajet boulangerie-maison, notre chouquette, elle a oscillé 4 quarts. Et en fait, ça, c'est les oscillations de pâtisserie. Ce qui s'est passé, c'est quand on s'est déplacé, la quantité des ingrédients de notre pâtisserie, la quantité d'œufs, de farine, de sucre, elle a évolué. Elle a évolué de telle sorte que quand on va ouvrir le paquet une fois à la maison, on va peut-être avoir une certaine quantité qui fait que c'est beaucoup plus probable d'avoir un 4 quarts que. Et donc, on peut représenter ça en forme de graphique. Si c'est la fraction de pâtisserie qu'on a en fonction de la distance depuis la boulangerie. Au début, on a 100% de chouquettes. Et puis, quand on se déplace, par exemple ici, à la maison, c'est beau, on habite pile là, et la probabilité d'avoir des chouquettes, elle est tombée à zéro. Et on a beaucoup plus de chances d'avoir un 4 quarts, un petit peu. Mais par contre, si on était allé un tout petit peu plus loin au travail, pas un signe pour que le collègue ramène des chouquettes, là, ça a re-oscillé à nouveau. C'est pour ça qu'on appelle ça une oscillation. C'est ça s'en va et ça revient. Donc, ça reboucle sur l'état qu'on était au début, et puis après, ça rediminue. C'est la même chose avec les neutrinos. Exactement la même chose. Donc, nos neutrinos, alors, c'est pas des. Non, on va appeler ça des états de masse. La même chose que j'ai représenté ici avec des carrés, des ronds et des triangles. Et donc, les neutrinos qu'on peut observer, en fait, ils sont constitués de ces états de masse. Et entre la source de neutrinos, ça peut être une centrale, un accélérateur, le soleil, etc. Et où est-ce qu'on va mettre notre détecteur? Les neutrinos, ils vont osciller. Et donc, si au début, on a une source qui fait que des neutrinos et qu'on met notre détecteur ici, on verra aucun neutrino. On verra que des nouveaux neutrinos qui n'étaient pas là au début. Ils sont apparus parce que ça. Si on met le détecteur là, on n'a pas de chance, on ne voit pas le phénomène. Et donc, en fait, donc la probabilité qu'un neutrino oscille vers un autre, ça dépend de plusieurs choses. Ça dépend de la quantité de chacun de ces états fondamentaux. Ça dépend aussi de la masse de ces états, et surtout pas vraiment de la masse, mais de l'écart qu'il y a entre carré et rond. Ça dépend de quelle énergie a le neutrino. Et à quelle distance on va mettre notre détecteur par rapport à la source. En plus, on en revient avec notre problème de tout à l'heure. En fait, ce qui se passe, c'est que tous nos neutrinos électroniques, le Soleil, il émet que des neutrinos. Tous ces neutrinos-là, entre la Terre et le Soleil, ils oscillent. Et ils oscillent de sorte qu'à la fin, sur Terre, on n'observe plus qu'un tiers de nos neutrinos. En fait, au début, ils ne savaient pas que ça. Le détecteur qu'ils avaient mis, il pouvait voir que les neutrinos, pas les autres.
Et donc, c'est une autre expérience, une expérience qui s'appelle SNO, qui en 2000 était trouvé une façon de mesurer toutes les saveurs de neutrinos. Et là, entre ce qui était prévu et ce qu'ils ont observé, bah là, avec les erreurs qui sont faites, je vois qu'à ce moment-là, c'était en accord. Et donc, ça a prouvé que les neutrinos et que ils marchent bien par fusion. Et bon, bah, ils ont eu un prix Nobel en 2015. Et bon, c'est cool. Mais du coup, maintenant, pourquoi on continue à bosser là-dessus? Et une des raisons pour lesquelles on travaille encore sur les neutrinos, c'est parce qu'on n'a pas tout compris. Et une des choses qu'on n'a pas encore compris, et qui n'est pas que un problème des neutrinos, c'est un problème de la physique, c'est où est passé l'antimatter. En fait, a priori, au moment où l'univers a été créé, ben, il devrait y avoir eu autant de matière que d'antimatière de créé. Sauf que bah, aujourd'hui, que de matière, pas d'antimatière. Et donc la question, c'est qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi les matières a disparu. Et dit que peut-être les neutrinos, ils ont joué un rôle là-dedans. Et comment est-ce qu'ils ont... Et une des façons qu'on a, nous, de prouver que les neutrinos, ils auraient peut-être un rôle là-dedans, c'est on va regarder si les neutrinos, comment ils oscillent, de quoi ils sont constitués. Est-ce que c'est la même chose pour les antineutrinos? Et donc, typiquement, bah, est-ce qu'ils ont les mêmes propriétés? Et par exemple, est-ce qu'ils vont osciller de la même? Si on voit une différence, là, ça va nous aider à comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour l'antimatière. Elle a disparu parce qu'en fait, nous, aujourd'hui, ce qu'on pense, c'est que l'antimatière et la matière, c'est la même chose, juste avec une charge, des charges opposées. Et, et alors que si c'est pas le cas, peut-être que l'antimatière a pareil, mais un tout petit peu différent. Alors à ce moment-là, ça expliquerait pourquoi tout a disparu. Nous, on est là en matière. Et bah, du coup, c'est ça qu'on maintenant on essaye de mesurer. Et pour ça, on travaille au lab sur une expérience qui s'appelle DUNE, aux États-Unis. Une expérience où il y a des verres de sable de neutrinos. Et on fait de l'épice à côté. Et pas une très grande fan de Dune, alors je vais arrêter la blague. Et en fait, Dune, ça veut dire Deep Underground Neutrino Experiment. En français, ça fait expérience de neutrinos très profonde. Et ça claque moins que. Et alors, je vais ça Dune. Et l'expérience, elle est faite comme ça, aux États-Unis. Donc là, on va utiliser non pas le soleil, on va utiliser un accélérateur pour faire notre propre source de. Et on va faire ça au Fermilab, qui est l'équivalent CERN, mais pas de. Et en fait, avec un accélérateur, on sait créer des neutrinos de type muon. Et on sait aussi, pas très compliqué, passer d'un faisceau de neutrinos, parvenir, à un faisceau d'antineutrinos. Du coup, ça va beaucoup nous aider pour étudier si l'antineutrino est la même manière. Et ensuite, après, bah, il faut une certaine distance pour que les neutrinos ils oscillent et pour être pile au bon endroit. Là, en l'occurrence, nous, on a besoin de 1300 km. Et donc, on va mettre notre détecteur au Dakota du Sud. C'est là où il y a le mont Rushmore. Enfin, c'est à côté. C'est pas au sud des États-Unis. Et notre détecteur, il va être dans une ancienne mine d'or et il va être à 1500 mètres de profondeur, ou le très profond. Et donc, ce qu'on va faire, c'est au bout de 1300 km, les neutrinos, ils ont oscillé. On va regarder, est-ce qu'il y a encore des neutrinos électroniques? Est-ce qu'il y a des neutrinos type électronique qui sont bien? Et est-ce qu'on a les mêmes valeurs pour les autres? Alors, normalement, il y a un troisième neutrino. On s'en intéresse pas trop parce que c'est assez particulier, c'est très difficile à étudier. Alors, on s'intéresse plutôt aux électroniques et muons. Et du coup, le détecteur de Dune, là, dans la mine
d'or, et ben, vous allez voir que c'est un détecteur géant. En fait, j'ai dit, les neutrinos, ils interagissent vraiment très très peu. Du coup, pour qu'on puisse avoir un peu de données, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer sur les chiffres. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'avec l'accélérateur, on va créer beaucoup de neutrinos, vraiment énormément. Et ensuite, on va faire un détecteur géant qui va être dense. Ça va maximiser notre chance qu'un neutrino. Plus c'est dense, plus les neutrinos. On va être sous terre parce que ce qu'on veut pas, c'est pas voir tous ces rayons cosmiques là à la surface. Plus on se met vraiment sous terre, plus ces rayons cosmiques ils sont. Nous, ils n'atterrissent pas dans notre détecteur. Et ça tombe parce que nous, on veut voir un truc rare et les rayons cosmiques, c'est tout le temps en fait. Et vous voyez qu'avec toutes ces précautions-là, beaucoup de neutrinos, un gros détecteur, etc., à la fin, on s'attend à quoi, quelques neutrinos par jour dans notre détecteur. Ce détecteur-là, donc j'ai dit que c'était un module, ça. C'est un truc qui fait 60 mètres de long, mètres de large et de haut. Ça, c'est un module. Et à la fin, nous, on va en avoir 4. Et ça, c'est le côté géant. Le côté dense, en fait, notre détecteur, on va le remplir d'argon liquide. Alors, on choisit l'argon liquide parce que l'argon, parce que ça. L'argon liquide parce que c'est plus dense que 1,4. Et donc, pour remplir tout le truc, là, il faut à peu près 10 000 tonnes. Voilà. Et la technologie qu'on utilise, c'est des chambres à projection temporelle. Et ça, c'est sur le papier, ça va marcher. Mais jamais été fait sur une taille aussi grande. Donc, vous allez voir quoi. D'abord, on va s'assurer un petit peu. Donc, une chambre à projection temporelle, comment ça marche? Donc, ça, c'est le détecteur. Il y a un neutrino qui le traverse. Alors, un neutrino, ça n'a pas de charge électrique. S'il n'y a pas de charge électrique, en fait, on ne peut pas le voir. Le neutrino, il traverse, mais après, il y en a un qui va interagir avec le détecteur, qui va taper contre un des atomes d'argon qui est dans le détecteur. Ce qui va se passer, c'est que le neutrino, il va se transformer en des particules chargées. Et ça, les particules chargées, on peut les voir. Et lorsqu'une particule chargée traverse de la matière, dans le détecteur, mais n'importe quelle matière, forme de bière, pareil, ce qui se passe, c'est que la particule, elle va interagir un petit peu avec la matière. Et notamment, elle va interagir avec les atomes. Et elle va donner un petit peu d'énergie aux électrons. Elle en donne suffisamment pour que l'électron puisse se barrer de l'atome. Mais en général, par exemple, dans notre corps, ça arrive souvent. Mais très vite, l'électron qui est libéré, il se fait très vite rattraper et re-attirer vers l'atome mère. Et en fait, ça a été complètement transparent. Là, nous, ce qu'on va faire, on va mettre un très gros champ électrique. Ce qui va faire que ces électrons qui ont été libérés, ils vont être attirés vers le haut de notre détecteur. Et là, sur le haut du détecteur, ce qu'on met, c'est qu'on va mettre tout un système qui va permettre de récolter ces électrons. Et du coup, ça va nous donner une image 2D de ce qui s'est passé dans le détecteur, parce qu'on sait où les électrons arrivent. On va prendre ces images très souvent, et 500 nanosecondes. Du coup, en sachant quand les électrons arrivent, après, on va pouvoir reconstruire en 3D exactement ce qui s'est passé dans le détecteur. Et avec cette technologie, on arrive très bien à distinguer des interactions qui sont dues à un neutrino type électron. On voit là, c'est un exemple. On voit que ça fait une espèce de. En fait, il y a quand un neutrino électronique interagit, ça crée un électron, et c'est un électron très chargé, très énergétique, pardon. Et cet électron, il va interagir et vous voyez que ça fait une espèce de. Dans le jargon, on appelle ça une gerbe. C'est ça. Moi, j'aurais pas appelé ça. Bref, on voit que ça fait plein de petits trous partout. Et quand c'est un neutrino muonique qui interagit, ça crée d'autres un muon. Et un muon, ça a une belle trace toute droite. On sait distinguer les deux, et c'est exactement ça qu'il nous faut pour notre expérience, puisqu'à la fin, on veut compter combien il y a de l'un et combien il y a de l'autre. Le truc, c'est que je vous ai dit, c'est un détecteur immense, là, 60 mètres par 12 mètres par 12. On n'a jamais fait un truc à cette taille-là. Donc avant de se lancer dans la construction d'un truc
Hem, D'abord, on va tester si tout marche bien en amont et pour ça, on va tester tout ça, au CERN. CERN, si j'imagine vous en avez sûrement entendu parler, c'est l'accélérateur qui est à 40 kilomètres vers Genève, enfin, entre franco et suisse. Et donc, on va tester nos technologies au CERN et on va faire des prototypes de petite taille, petites comparées au truc de 6 mètres par 6 mètres par 6 c'est quand même des gros bébés. Donc, on a 2 prototypes au CERN, c'est les 2 gros cubes rouges ici, tu vois. On a 2 façons différentes de récupérer ces électrons. Alors, nous, au lab, et généralement en France, on travaille sur celui-là, celui qui et quand je dis tester au CERN, en fait, c'est plein de tests qu'on fait au CERN. Le premier test qu'on fait, c'est le cryostat, la boîte qui va contenir toute la technologie et aussi tout l'argon liquide. L'argon, je l'ai dit tout à l'heure, c'est moins 5, je ne l'ai peut-être pas dit d'ailleurs, c'est moins 185 degrés, très très froid. Et ça coûte son prix. Avant le Covid et la guerre, ça coûtait 1 € le litre, c'était le prix de la Volvic. Et maintenant, ça a bien pris, hein. Du coup, on ne veut pas le perdre, notre argon liquide, une fois qu'on l'a. On veut que ce soit stable, donc on construit un cryostat dans lequel on va mettre. Et en fait, cryostat, c'est une technologie spéciale qu'on a dû créer et puis aussi travailler avec des industriels pour arriver à quelque chose qui marche. Notamment, un des problèmes, c'est qu'à moins 180 degrés, les choses se contractent et cube, cube qui se contracte, bah, pas terrible aux arêtes, on peut partir. En fait, on a travaillé avec des, des industriels qui transportent du gaz noble liquéfié, en gros de l'argon liquide et d'autres, en bateau. Et donc, eux, ils ont des conteneurs qui, c'est leur problème de tout le temps. Donc, du coup, ils nous ont aidés à créer toute cette surface-là qu'on voit sur les bords. Et c'est un métal qui est fait de sorte que quand ça va se contracter à cause de la température très froide de l'argon liquide, bah, ça va se contracter, mais ça ne va pas casser. Du coup, donc d'abord, c'était un premier test de est-ce qu'on est capable de construire ce genre de cryostat. Test de est-ce que tout le concept il marche et est-ce qu'on n'a pas de fuite. Ça, je vous le dis tout de suite, ça a marché, il n'y a pas eu de fuite. Ensuite, il y a un autre test qu'on fait en termes de construction, c'est tous ces éléments qu'on va mettre dans le détecteur, il faut les créer. Donc, ça veut dire qu'il y a des matériaux qu'on va être obligé d'acheter auprès de fournisseurs, qu'il va falloir transporter au CERN, ensuite il va falloir les construire, les assembler, vérifier que tout est conforme à la précision et à la qualité qu'on veut. Donc ça, c'était un peu un test grandeur nature. Et en plus, il y a un autre test qu'on a fait. Donc ça, c'est une autre photo du cryostat. Ça. Ici, vous voyez, ça, c'est la porte d'entrée. En fait, c'est une porte, c'est pas n'importe quelle taille. Je vais vous montrer après des photos. Pour l'expérience d'une, je vous ai dit que c'est à 1500 mètres de profondeur. Pour accéder à 1500 mètres de profondeur, il y a un ascenseur. Et cet ascenseur, il fait cette taille. C'est-à-dire que tout ce qu'on va utiliser pour construire l'expérience doit rentrer dans cet ascenseur. Doit avoir au max cette taille, et donc on fait tout rentrer des petits bouts, et après on construit à l'intérieur. Donc, comme on a fait un prototype au CERN, on s'est dit qu'on allait s'auto-mettre cette contrainte aussi pour vérifier qu'on est capable de faire des éléments qui rentreront tous dans l'ascenseur. Ça, c'est bon. Et, et ensuite, après, là, c'est une photo du détecteur sur lequel on travaille, nous, ici, quasiment fini. Et donc, une fois que tout est bien construit, tout est bien rempli, bien construit, ensuite on remplit d'argon liquide et puis on vérifie que tout marche comme et quelles sont les performances, est-ce qu'il y a du bruit, que les photos, entre guillemets, elles sont bien prises, etc. Et on va prendre des données. Les données qu'on va prendre, il y en a plusieurs. Il y a les rayons cosmiques, les fameux rayons. Les rayons cosmiques, c'est cool. Il y en a tout le temps, gratuit. C'est trop bien pour nous. Alors, c'est gratuit, mais
pseudo-prix à payer, c'est qu'on ne sait pas ce que c'est, pas quelle énergie ils ont et d'où ils viennent. Et ça reste quand même des choses très précieuses pour nous. Après, on est au CERN. CERN, c'est connu pour faire accélérer des particules. Où on peut demander, enfin, pas avoir du faisceau de la part du CERN. C'est-à-dire que là, cette fois-ci, on va dire au CERN, nous, on veut telle particule à telle énergie. Et donc, ça va nous permettre, nous, ensuite, de tester notre capacité à capable de reconnaître que c'était bien telle particule. Là, vous voyez un petit rond, là, et là que va arriver le faisceau dans notre détecteur. Après, aussi, on met des sources radioactives dans le détecteur, et mettre des électrons, et à nouveau, on sait quelle énergie ces sources émettent, et donc, on est capable de reconstruire ça, c'est bien qu'on puisse mettre notre détecteur. Ça, c'est le genre d'image qu'on a et qu'on doit ensuite analyser. C'est une photo où, là, il y a le temps, et ici, c'est la couleur, ça représente le nombre d'électrons. Quand c'est bleu ciel, c'est plutôt du bruit. Quand c'est bleu vers rouge, là, c'est des particules qu'on appelle le détecteur. Là, c'est pas mal des rayons cosmiques. Là, c'est pas le nôtre, les copains. Nous, le nôtre, le remplissage, il est prévu pour dans un mois. Je ne peux pas vous montrer les données de mon détecteur parce que c'est pas encore. Donc là, on voit le truc un peu fini. Vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous ai dit un champ électrique qui est créé pour récupérer ces électrons. Ça, c'est fait par la cathode qui est là. Cette cathode, pour faire ce gros champ électrique, on va mettre 180 000 volts dessus. Volts. Et pour capter nos électrons, c'est ce champ de lecture qui est là en haut. Alors, j'ai une version. Non, ça, c'est la version beaucoup. Et on a une version 1. Comment ça marche? Je peux vous montrer plus en détail. En gros, ce qui se passe, c'est qu'il y a ça attire les électrons ils passent dans les petits trous, et quand ils passent dans les trous, il y a un courant électrique qu'on récupère ensuite avec derrière. Et nous, là, on a été responsable de construire toute la structure qui va tenir tout ce système et le suspendre correctement à la bonne position. En France, un laboratoire à Paris qui a été responsable de construire cette cathode-là. Ici, là, les petits carrés, il y a aussi de la lumière qui est il y a une interaction dans le détecteur. Ça, c'est des capteurs de lumière. C'est un truc assez fou. Même si je ne l'ai pas dit, mais Dune, c'est une expérience internationale. Et donc, tout ça, c'est au côté CERN, mais à la fin, quand même, Dune, Dune, qui va exister. Et évidemment, ça a déjà commencé, le travail de. Alors, ça se passe ici. Là, comme ça, on ne dirait pas, mais il y a une immense expérience de neutrinos. Donc, j'ai dit que c'était une ancienne mine d'or, mais le côté où ils ont plus excavé, en fait, c'est un peu en dehors. Et ça, ici, là, le petit bâtiment, c'est l'entrée du site. Et une fois qu'on y entre, alors c'est des photos, c'est pas moi qui les ai prises, pas eu la collègue Dominique. Ici, vous voyez l'ascenseur, le fameux ascenseur dont je vous parlais tout à l'heure. Et pour accéder à l'expérience, il faut en tant que aussi rentrer dans cet ascenseur. Et ça fait pas du tout peur de se dire qu'il y a 1,5 km de vide dessous. Moi, ça me terrifie. C'est pour ça que j'y suis pas encore allée. Et donc, pour descendre d'1,5 km, vous voyez, c'est vraiment un ascenseur tout confort. Et ça prend 10-15 minutes dans le noir avec un test de chantier. C'est super. Et une fois qu'on est en bas, alors je vais vous montrer une photo, mais avant, je voudrais que tout le monde ait bien en tête la taille d'une nacelle et un bonhomme, jusqu'à 20 mètres de haut, gros engin de chantier. Et donc là, en ce moment, ça commence pas à être construite, mais les cavernes dans la roche qui vont accueillir par la suite l'expérience, elles viennent d'être
Et donc, il y a des photos qui ont été. Donc ça, c'est une des cavernes dans lesquelles, dans quelques années, on va construire une expérience. Donc, on ne rend pas forcément compte des distances, mais là, le petit truc qui ressemble à un jeu pour enfants, en fait, c'est l'élévateur. Et là, ils viennent plus ou moins de terminer de casser la roche et de faire un plancher stable. Et dedans, on va construire le détecteur. Donc, on va refaire toute la procédure. On va reconstruire un cryostat, pour mettre le truc des bateaux, et après mettre notre expérience, etc. Et tout ça, on va commencer en 2027. Alors, a priori, c'est notre technologie, celle qui commence. Donc, c'est nous qui allons construire. Ça va être là-bas, pas en continu, pendant 6 mois. Pas toute cette construction à faire, pour mon plus grand plaisir. Et, voilà. Et après, Dune, c'est pas la seule expérience qui existe. Il y a une autre expérience qui est un peu la concurrente. Cette expérience, elle est aussi en cours de construction et elle s'appelle Hyper Kamiokande au Japon. Alors, Hyper Kamiokande, en fait, c'est japonais, mais c'est une évolution de Hyper Kamiokande. C'est une expérience qui existe déjà. Il y a une photo ici. C'est une expérience qui est une giga piscine sous une montagne. Hyper Kamiokande, hyper piscine, la même montagne. Là, pour à nouveau vous rendre compte, ici, c'est un petit bateau avec 2 personnes. Et le principe de détection dans l'expérience hyper ou hyper camion, ça repose sur l'effet Cherenkov. Alors, l'effet Cherenkov, c'est pas très compliqué, mais il faut chercher une. Donc, dans l'univers, on ne peut pas aller plus vite que la vitesse de la lumière dans le vide. La vitesse, c'est 300 000 km par seconde. Et dans la matière, la lumière est ralentie par la matière. Par exemple, dans l'eau, la lumière, elle va à 200 000 km. Et maintenant, une particule, beaucoup d'énergie, elle, même dans l'eau ou dans la matière, elle peut aller à la vitesse à 300 000. C'est possible, ça enfreint aucune loi de physique, ça fait possible. Et quand ça arrive, quand une particule dépasse la vitesse de la lumière dans le milieu, ça fait une onde de choc. Et ça ressemble un peu au même principe que quand un avion va plus vite que la vitesse du son. Et cette onde de choc, en fait, ça fait un cône de lumière. Alors, c'est un truc qui arrive assez souvent. Je sais pas, mais si vous regardez souvent des photos de centrales nucléaires, le cœur il est un peu baigné dans une aura bleue. Pas pour le style, en fait, c'est de l'effet Tcherenkov. Il y a tellement de particules qui le font que du coup, ça devient visible à l'œil nu. Alors que l'effet Tcherenkov, ça arrive tout le temps, mais en général, notre œil, il peut pas le voir. Et là, dans une centrale nucléaire, on peut le voir. Et en fait, le cône de lumière, il va avoir une certaine forme. À quel point il y a des fautes, à quel point il y a des fautes. Non, tout ça, ça traduit quel est le genre de particule c'est et à quelle énergie elle a. Le cône de lumière, il va être capté par des photomultiplicateurs. Et un exemple ici. Alors, c'est pas les mêmes qu'à Super Nintendo, ils sont beaucoup plus gros. Un photomultiplicateur, en fait, c'est une ampoule inversée. C'est-à-dire que ça capte la lumière et ça la transforme en signal électrique. Et donc, c'est tout le détecteur sur la paroi, en haut et en bas, c'est pavé de ces fameux photomultiplicateurs qui vont capter tous ces cônes de lumière. Et ici, vous voyez que eux aussi sont complètement capables de distinguer un neutrino, une interaction qui est due à un neutrino type mu. Ça fait un cône. Bon, je suis d'accord si vous trouvez que c'est pas si simple, mais ça fait un cône assez clair et précis. Et quand c'est une interaction qui est due à un neutrino électrique, ça fait un cône un peu brouillon. Et je vous jure, ils y arrivent à 100%. Ça marche vraiment. Et donc, du coup, pour conclure, donc l'expérience Dune, donc le premier module, la construction est commencée en 2027 et le deuxième module en 2028. Ça prend 1 an à remplir d'argon liquide, pas comme des bourrins.
Et une fois que les modules ils sont remplis, on peut commencer à prendre des données. Mais par contre, notre faisceau, il sera en marche qu'en 2032, parce qu'il faut le construire. Après, j'ai dit, il y a 4 modules. Bon, on construit, un jour peut-être. Mais bon, c'est en discussion. À côté de ça, Hypercam et Kande, eux, ils vont commencer à prendre des données en 2028, donc un petit peu. Et les 2 expériences, on est en compétition, mais en fait, et l'intérêt, c'est qu'on mesure les paramètres qui caractérisent les oscillateurs. Ça, c'est qu'on mesure la même chose. Si on ne mesure pas la même chose, bah, de travail. Ensuite, si on mesure la même chose, bah, c'est Nobel. Ah, c'est bien. Mais bon, c'est pas la seule chose que ces expériences elles peuvent faire. Iron est parti pour 20-30 ans de données. On va pouvoir faire plein de trucs. On va pouvoir regarder d'autres choses qui sont liées au. On va pouvoir à nouveau, comme toute cette histoire elle a commencé, on va regarder les neutrinos du Soleil. Ici, c'est une autre expérience qui a réussi à prendre une photo du Soleil en neutrinos. Il y a d'autres choses qu'on peut faire. On peut aussi mesurer des neutrinos d'une supernova. En fait, je l'ai dit au tout début, mais quand une supernova explose, la plupart de son énergie, elle est en forme de neutrinos. Et dans l'histoire récente, ça arrivé une seule fois, en 1987. Il y a une supernova qui a explosé pas trop loin. Et en fait, il y avait des expériences de neutrinos qui étaient en cours et qui ont vu d'un coup plein de neutrinos à l'intérieur. Non, ça arrive jamais, quoi. Non. Un par jour, grand. Et en fait, après, ils ont compris que c'était dû à la supernova qui avait explosé. Là, eux aussi, ils ont eu une Nobel direct. Mais depuis, bah, c'est jamais re-arrivé. C'est un moment maintenant. Ça va bientôt faire 40 ans, donc on aimerait bien le revoir. C'est vrai qu'il y ait une supernova qui explose pas trop loin. Et quand le détecteur est en marche, parce que si ça explose et que c'est éteint, c'est pas cool. Et ensuite, bah, tous les neutrinos qui sont créés par les rayons cosmiques aussi, ça nous donner plein d'informations. C'est la fin de ma présentation. Des questions.